Bonsoir, émission spéciale ce soir, puisque nous avons la chance d'accueillir un invité spécial aussi qui vient du bout du lac, Sébastien Desfailles. Bonsoir. Bonsoir. Tu es député, ancien président du PDC Genève, ancien chef de groupe au Grand Conseil, et tu es originaire de l'Étron, mais Oui. genevois d'adoption. Ouais. Tu viens souvent en Valais et tu nous rends visite. C'est l'occasion aussi de recevoir Nathan Minder. Bonsoir Nathan. Bonsoir. Chef de groupe, on ne te présente plus. Chef de groupe du Centre au Grand Conseil. Tu étais à Forum lundi pour parler d'eau. Et tu es évidemment bien connu dans notre parti en tant que chef de groupe. Donc, on fait une émission ce soir un petit peu spéciale où on va parler du Valais, de Genève, de cantons très différents qui ont des enjeux assez différents. Un canton urbain, protestant, assez riche, un canton catholique, plutôt alpin, plutôt tourné à l'origine sur l'agriculture, un petit peu d'industrie mais qui vient assez tard. Et puis avec des finances, une politique assez différente, des forces en présence aussi qui ne sont pas les mêmes. Un canton qui est tourné assez sur la France pour Genève, un canton qui est plutôt tourné sur Berne pour le Haut-Valais, sur l'Italie, la France, le Léman pour la partie romande. Et on va essayer de comprendre comment ça fonctionne pour nos parties de Genève et du Valais, comment ça fonctionne au Grand Conseil. Et je vous propose de débuter tout de suite avec les finances, le nerf de la guerre. Donc les finances, c'est la bonne saison actuellement, puisque c'est le printemps. Et puis c'est au printemps qu'on reçoit tous les comptes des exercices précédents. Donc Genève, peut-être pour commencer, Sébastien, a annoncé il y a à peu près 3 semaines un excédent de recettes de 1,4 milliard, je crois, Absolument, sur un oui. budget qui est aux alentours des 9-10, à peu près. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Alors déjà, cet argent, c'est vrai qu'il ne pousse pas sur les arbres, n'en déplaise au Parti socialiste ou plus généralement à la gauche genevoise. C'est quand même le fruit du travail des entreprises genevoises. Et je tiens à dire que le secteur de l'économie, le département de l'économie à Genève, a toujours été dirigé, enfin a très souvent été dirigé par des PDC comme Carole Lamprech, que tu as bien connu, Pierre-François Inger, Dalbousco, Jean-Philippe Maître, Jean-Philippe Bay. Dag Bousco, etc. Et aujourd'hui Delphine Bachmann. Donc, ce qu'il faut noter, c'est le dynamisme extraordinaire de l'économie genevoise. Mais cela reste quand même relativement fragile parce on a très peu d'entreprises qui payent des impôts. Et si on regarde la pyramide fiscale des personnes physiques, des individus, on voit qu'une très très grande partie des recettes dépendent d'une toute petite proportion de la population. Mais toujours est-il qu'on est extrêmement content de ces recettes extraordinaires et de cet excédent qui ne l'est pas moins. Et notre préoccupation majeure en tant que parti politique, en tant que centriste, c'est de baisser les impôts des particuliers, des personnes physiques. Alors ça tombe assez bien. On vient sur le canton du Valais. C'était hier l'annonce des résultats des comptes 2023 de l'État du Valais. J'ai calculé un excédent de recettes à peu près aux alentours des 127 millions, ce qui est pas autant que sur Genève, mais c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on nous avait préparé quand même d'assez mauvaises nouvelles au niveau des finances cantonales. Toi, Nathan, la vision par rapport à ça, qu'est-ce qui va falloir discuter dans les prochaines sessions du Grand Conseil pour les budgets à venir? Oui, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'elle a deux facteurs. Le premier, c'est le maintien des charges par le Conseil d'État, qu'on doit saluer vraiment ce travail dans tous les départements. Mais c'est aussi remercier, il a dit mon préopinant, la population, parce que les rentrées fiscales, ça vient bien entendu des impôts qui sont payés par les personnes physiques et par les personnes morales. On a eu aussi des revenus extraordinaires, hein, plus de 94% de ce qui a été budgétisé pour les transactions immobilières, donc un bon, de bons comptes, mais on était parti quand même avec un budget qui allait puiser près de 150 millions dans les fonds, donc on n'était pas un budget vraiment à l'équilibre, on était un budget qui creusait dans nos réserves, et on finit par ne pas avoir besoin de creuser dans ces réserves, même on pourra mettre un petit peu dans les réserves. Attention, le capital propre hein, qui dépasse les 1 milliard, c'est très positif, mais on a quand même une bonne partie de ces montants qui ont déjà été réservés. On pense à des projets d'infrastructure, le fonds du 21e siècle, on pense au fonds climat, qui est aussi très intéressant. On voit la pertinence que nous avons eue de prioriser aussi sur cette thématique. Ce sera un défi à l'avenir. Et à l'entrée en matière du budget, on avait dit prudence, prudence. Les années prochaines ne seront pas toutes simples. Le budget de 25 est un peu compliqué, mais il faudra pas trop avoir non plus de prudence, hein. Je pense que le Conseil d'État doit être le plus proche avec son budget des comptes pour ne pas
tenté de couper, notamment dans les infrastructures routières qui pêchent aujourd'hui, qui sont compliquées. L'État se dégrade. Et pourtant, on était à... enfin, la volonté du Conseil d'État, en tout cas, c'est de couper en deux ces investissements. Ouais. Je l'ai dit à l'entrée en matière du budget. Aujourd'hui encore, le Valais a une problématique budgétaire et non financière. Et je pense que c'est toujours le cas. Même que nous sommes un canton périphérique, on ne peut pas se permettre beaucoup de choses, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais quand même, on peut être modeste et avoir des bons investissements. Sur la, la fiscalité, parce que donc, ça, on a vu la taille du gâteau augmente, ça a l'air de jouer. 2025 sera probablement aussi des bonnes nouvelles. Genève a fait RFFA, sauf erreur, 13%. On a fait aussi les personnes morales, ça a été fait à peu près en même temps, ça a marché. La gauche avait essayé de faire capoter ça, mais ça a passé. Les personnes physiques, on a une loi sur la fiscalité des personnes physiques qui est en préparation. On en est où? Qu'est-ce qu'on essaie d'obtenir à ce niveau-là? Parce qu'on a quand même un impôt en Valais qui est relativement élevé par rapport aux autres cantons. Pas autant qu'à Genève où la manne fiscale, on sait qu'elle est bien prise. On a un peu moins que Genève, mais on prend quand même pas mal d'impôts aux personnes physiques. Oui, on s'est beaucoup engagé dans cette première lecture de la loi fiscale avec une ligne très claire. C'est on compense la progression à froid, donc ça c'est important, monter à 170%. Et on a des déductions ciblées pour la classe moyenne. On n'a pas voulu de coupe linéaire, mais on veut vraiment cibler cette classe moyenne, celle qui paye beaucoup d'impôts, ou en tout cas, si elle gagne un peu plus parce qu'elle travaille plus, elle est tout de suite, avec un impôt marginal assez élevé, elle est tout de suite taxée par l'État, et on pense que c'est vraiment là que ça se contracte et que c'est compliqué, surtout avec des charges qui augmentent. Donc vraiment, des mesures ciblées, compenser la progression à froid de manière très claire, et on pense qu'en deuxième lecture, on tiendra cet équilibre que nous avons soutenu en première lecture. Sébastien, vous êtes souvent invité, tu es souvent invité chez Pascal Descaillets. Définition de la classe moyenne selon Pascal Descaillets. Non, mais c'est aussi ma définition. On est tout à fait d'accord sur ce point-là avec Pascal Descaillets. La classe moyenne, c'est cette catégorie majoritaire d'ailleurs de la population qui travaille, qui ne bénéficie d'aucune subvention, que ce soit pour l'assurance maladie ou le logement, et qui, à la fin du mois, a de la peine à boucler son propre budget. Donc voilà la classe moyenne, c'est finalement la vache à traire du canton de Genève, celle qui contribue de manière notable à la prospérité, mais qui est considérablement appauvrie par une fiscalité extrêmement lourde, par des loyers élevés et par des primes d'assurance maladie qui explosent. Et nous, on peut jouer par rapport à ces trois facteurs, hein, loyer, assurance maladie et impôts, on peut jouer sur l'imposition et on a pris nos responsabilités. Donc aussi, réforme au niveau de Réforme la personnalité, majeure la loi sur de la fiscalité. Je suis rapporteur de majorité, donc je vais rendre mon rapport d'ici au 16 avril. Donc on a voté une loi qui joue donc sur les taux, donc sans modification du barème, mais simplement les taux vont diminuer notablement. On va, pour les plus petits contribuables, faire une diminution de l'ordre à peu près de 12%, jusqu'à 5% pour les classes supérieures. Donc, ça ne changera pas le nombre de foyers fiscaux qui sont soumis à l'impôt, parce que c'est un des grands problèmes de Genève. On a plus de 36% des foyers fiscaux qui ne payent pas d'impôts, mais ceux qui payent aujourd'hui des impôts verront leur montant diminuer sensiblement. Ouais, c'est bonne nouvelle. C'est pas les mêmes structures. On sait que le canton de Genève a un côté État-providence un petit peu à la française. Il y a beaucoup de fonctionnaires. On donne beaucoup d'aides sociales. Il y a peut-être un tourisme social aussi. Le Valais, c'est pas tout à fait la même chose. Mais dans ce problème de la fiscalité des personnes physiques, quels sont vos alliés? Vous travaillez avec qui? Parce que ici, on peut imaginer, on a une droite qui est assez facile à comprendre. On a le centre droit avec notre parti, le PLR, puis l'UDC. Voilà. Et les Hauts-Valaisans aussi, qui sont aussi comme ça. Mais à Genève, c'est un petit peu plus compliqué, la droite. Alors, le centre et la droite sont aujourd'hui majoritaires au Parlement. On a le centre, à côté Liberté et Justice sociale, qui est un mouvement propre à Genève, Pierre Maudet. qui dépend de Pierre Maudet.
On a un autre parti politique propre à Slogan Genève. des radicaux. Liberté, justice sociale, c'est composé exclusivement d'anciens radicaux qui ont suivi Pierre Maudet lorsqu'il a été mis à la porte du PLR. On a aussi donc le MCG, parti propre à Genève, qui est un parti populiste contestataire, mais qui en matière fiscale est toujours du côté du centre et de la droite. Et puis l'UDC et le PLR. Donc c'est avec l'UDC, le PLR et le MCG qu'on a déposé ce projet de loi. Et puis nous a rejoint Liberté et Justice sociale lors du troisième débat. Ok, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En Valais, ces trois partis, Léo Valaisan, on sait qu'il y a un ministre qui pilote ça. Ce ministre Roberto Schmidt, des fois, quand il vient avec des projets de loi, on sait qu'il a tendance à avancer par petits pas, à reculer des fois aussi par petits pas. Même front, facile à comprendre. Oui, on travaille au centre droite. Je pense qu'on construit avec le centre droite. Par contre, on n'a pas accepté d'aller autant loin avec des coupes linéaires vraiment dans ces impôts. Et c'est sûr Ça, c'était le que, PLR qui proposait. exactement, Ouais, qui a été soutenu par la commission thématique. ouais. Par contre, en deuxième lecture, on disait un Conseil d'État qui avance par petits pas. Il n'avait pas voulu réformer ce tabel des impôts, ces barèmes, ces taux. Entrer vraiment dans ce débat-là, on l'a dû le forcer à le faire et ce sera enfin chose faite en deuxième lecture. Donc, ce sera notre gros travail, notre gros axe de travail en deuxième lecture. Autre combat pour Genève, par exemple, dans les autres combats très importants pour le centre dans le canton de Genève, qu'est-ce qu'il y a sur la table? On pense peut-être aux infrastructures, à la démographie, au logement, ce Oui, genre de choses. un des grands sujets, c'est l'aménagement et le logement. On a vraiment des particularités à Genève en la matière, parce qu'on a un territoire qui est très exigu. Donc les terres sont rares et les terres sont chères, avec parallèlement une augmentation substantielle de la population. Donc Genève connaît une croissance économique, mais connaît aussi une croissance démographique très très forte. Donc un des enjeux, c'est où loger ces personnes, sachant que si elles vont dans le canton de Vaud et travaillent à Genève, nous n'avons aucune recette fiscale générée par cette croissance démographique, ou en France avec des problèmes fiscaux parce que on ne récupère pas 100% de l'imposition, on doit rétrocéder une grande partie, enfin une partie importante à la France, et puis avec des questions de mobilité et des questions environnementales parce que ces personnes doivent se déplacer et prennent souvent la voiture. Donc vraiment un enjeu très important, c'est l'aménagement du territoire. Nous avons à Genève ce que l'on appelle les zones de développement, c'est-à-dire que ce sont des zones où l'État intervient, fixe les prix, construit des logements sociaux, fixe le montant des loyers. Alors ça, c'est important, Ouais. parce que ça, en Valais, on va peut-être... Là, on a un Alors truc. là, on En a Valais, vraiment- ça va être compliqué de comprendre. Ouais. Fixe des taux de logements sociaux. Projet Praille Acacia Vernet, qui est le grand projet de construction qui date depuis le début des années 2000, hein, Oui. on parle de ça. Mhm. 95% de loyer fixe. Non, pas tout à fait. 90. Non, en fait, on a sur le PAV et notamment sur les terrains publics, donc en main de l'État, sur le PAV, on a 65%, 60, ok. 65% de logements sociaux. On a un peu plus de 20% de loyers non subventionnés, de logements non subventionnés, mais à loyer contrôlé. Voilà. Et on a 12% uniquement de logements Libre. en Loyer libre, voilà. propriété. Mais en plus, c'est pas une vraie propriété parce que c'est Non, en on droit, peut pas le louer, on doit en rester droit de dedans. superficie. Voilà, c'est un droit de superficie. Donc ça a été un de mes plus grands combats politiques, si ce n'est mon plus grand combat politique, parce que je siège à la commission du logement et à la commission de l'aménagement. Et c'est vraiment une matière qui me passionne. Et mon but, c'était d'apporter beaucoup plus de diversité dans le PAV, parce que je considérais que si on ratait le plus grand projet urbanistique euh, quasiment européen de ce siècle, on pouvait provoquer la ruine du canton. Donc, ce que je proposais, c'était de diviser le PAV en 3 tiers. Donc, au lieu de 65% de logements sociaux, 33% de logements sociaux, 33% de logements en loyer à prix contrôlé pour la classe moyenne et 33% de logements en pleine propriété.
Et ça n'a malheureusement pas Non, passé. malheureusement, ça n'a pas marché. Voté, c'était le Donc voilà, la population mois de mars. a voté sur un autre projet, mais qui a causé que j'ai aussi défendu, mais qui était la première partie de la fusée en 2 étapes de la transformation du PAF que j'appelais de mes voeux. Et malheureusement, la population a retoqué cette première phase de mon projet. Et donc, j'ai pris acte de la volonté populaire et la deuxième étape aussi est abandonnée. J'ai retiré ce projet la semaine dernière. C'est bien dommage, mais là, on a vu toute la puissance de feu et la mauvaise foi de la gauche qui a pensé, mais c'est quelque chose que tu as bien connu en ville de Genève, qui a pensé à son clientélisme, à maintenir ce système de dépendance de la population, d'arrosage systématique de la population, de clientélisme. Donc voilà, il faut en prendre acte. Vraiment, on a bataillé du mieux qu'on pouvait, mais on peut pas toujours gagner en politique. Non, et contre la gauche à Genève, c'est parfois vraiment difficile. On n'a pas ça. Quand tu entends ces chiffres, Nathan, c'est des choses, c'est assez difficile à concevoir, ce genre de proportion comme ça, d'équilibre entre loyer subventionné, personnes plutôt à charge du social, plus bas revenus, etc., où on fait vraiment un max pour eux. Nous, dans la construction, l'aménagement du territoire, on a d'autres soucis en Valais. Oui, absolument. C'est quelque chose qu'on est très éloigné en fait de cette réalité de Genève. Néanmoins, on a des grands défis en matière d'aménagement du territoire. Je pense qu'à ce niveau-là, ce sont les communes qui sont à la manœuvre, si je peux me permettre l'expression, qui travaillent. On a aussi une jolie croissance de notre population. On cherche une croissance qualitative en Valais avec une grande part de propriétaires et un pilotage commune par commune de cet aménagement du territoire et de ce qui est en impact. Donc ouvrir des zones, ne pas ouvrir, comment développer sa commune en regard aussi des investissements qui sont conséquents, les écoles, les crèches, la ressource en eau, la ressource énergétique. Tout ça se fait progressivement. On a des plans de zone qui sont revus régulièrement par les communes. Et je salue vraiment aussi ce côté synergie entre les communes. Alors, ça peut se faire au niveau des fusions de communes, qui sont des projets assez dynamiques en Valais et qui apportent de la plus-value, mais aussi par des synergies assez fortes, soit entre deux, trois communes d'une même région, ou même au niveau régional, au niveau des districts. Il y a des plans intercommunaux, il y a des plans de l'eau, des plans de l'aménagement du territoire, des plans de mobilité. Et tout ce travail en commun, ça ne pourra que nous permettre de gagner en efficience, de réduire aussi les charges publiques et de pouvoir avoir un aménagement du territoire un peu plus homogène et, voilà, et qui permet de répondre vraiment à ce défi du 21e siècle qui sont des personnes mobiles. On va revenir sur le défi du 21e siècle. Euh, Nathan était à Forum lundi sur le thème de l'eau. On a une commune ici, Grimisuat, qui a une solution, qui a des limites aussi en termes de capacité sur l'eau. Nathan vient de Fuy, c'est une commune qui a énormément croît ces 20 dernières années. Avec beaucoup de propriétaires quand même. Hein. C'est Pas pas une mal de croissance propriétaires, mais il n'y a genevoise. pas que des propriétaires. Mais c'est vrai. Et puis on a le même problème aussi que dans le canton de Genève, avec des communes où il y a des disparités en termes de revenus, de manne fiscale énormes entre une commune de Bagne et une commune de Colombey-Murat, par exemple, comme ça. On a des communes qui sont très très différentes, comme chez vous à Genève, où c'est assez disparate. Comment à Genève ça se passe à ce niveau-là? Eau, énergie, etc. Vous en êtes où là-dessus? Alors l'énergie, c'est vraiment un des grands sujets du moment à Genève parce que on est vraiment en pointe dans la transition énergétique. Donc il y a véritablement au Parlement une volonté d'être de plus en plus indépendant énergétiquement de l'étranger et du pétrole et du gaz. Donc on n'a plus envie de dépendre de ces infâmes monarchies du Golfe ou la Russie ou des pays de ce type. On a envie véritablement de créer notre propre énergie, quitte à faire certains sacrifices ou à prendre des risques. Et c'est dans ce contexte que on a voté dernièrement au Parlement, après des énormes négociations, la loi sur l'énergie, sur la transition énergétique des bâtiments. C'est-à-dire que les bâtiments dépenseront beaucoup moins d'énergie, seront beaucoup plus autonomes, et ça participera de notre indépendance énergétique. Mais ça a été un combat extrêmement, extrêmement difficile.
Parce que, d'un côté, il y avait une volonté, politique claire, mais il y avait aussi une certaine, opposition que l'on devait, prendre en compte, bien entendu, des propriétaires qui, ne voulaient pas se faire rincer, par des mesures, étatistes. Et dans un premier temps, le Conseil d'État Antonio Hodgers, en particulier, a tenté de forcer la main du Parlement et d'imposer une loi qui n'avait pas été discutée avec les propriétaires. Et c'est là où je suis intervenu avec d'autres députés en disant, mais attendez, en Suisse et à Genève, enfin, vous le savez mieux que personne, on discute d'abord et avec les partenaires concernés. Donc on ne peut pas prôner une loi qui touche les propriétaires sans discuter avec les milieux immobiliers. Et là, il m'a répondu, mais j'ai discuté avec la Fédération des métiers du bâtiment, la FMB. Puis j'ai dit, bah, effectivement, eux, ils ne Oui, vont pas s'opposer à ce tout a projet. gagné. Ouais. Il s'agit de mettre 3 milliards en travaux en une dizaine d'années. Bien sûr qu'ils vont appuyer ce projet, mais il faut discuter aussi avec les milieux qui représentent les propriétaires. Et il a tenté quand même, malgré cet avertissement, de passer en force. Il n'y est pas parvenu. On a fait une sorte de coup de force au Parlement et ça a été une heureuse initiative de notre part parce que tout le monde finalement s'est mis autour de la table et on a trouvé un compromis, Et donc, il y un a une loi énergie. consensus et on a une nouvelle loi sur l'énergie. Ok. Plus difficile avec la loi climat. Loi énergie en Valais. Nous, on a une autre donnée. On a une donnée qui est très différente. C'est que nous, on est déjà de grands producteurs d'énergie. Peut-être qu'on peut faire encore plus. On en est où avec tout ça? Nous, on a aussi trouvé un compromis avec une nouvelle loi sur l'énergie, hein. J'avais présidé la commission de première lecture sur ce sujet-là. On s'est beaucoup engagé. Je me suis beaucoup engagé pour trouver vraiment un compromis qui passe. Il n'y a pas eu de référendum populaire non plus. L'UDC n'a pas osé partir, malgré des soutiens du côté des énergies fossiles. Donc c'est vraiment une belle réussite, hein. Alors on applique le MOPEC 2014, on est toujours en retard, mais je pense qu'on a trouvé des voies qui disent, ben voilà, vous faites un nouveau bâtiment, il faut faire les choses bien. Vous rénovez, l'État doit aussi être garant que les choses soient bien faites. Par contre, il ne doit pas vous donner l'obligation de faire telle ou telle solution technique. On n'avait pas voulu de ces modèles unifiés où on a 3 solutions et puis vous choisissez une, deux, trois, cet État interventionniste. Donc on a vraiment travaillé en première lecture sur un compromis qui a pas mal été trouvé, un petit peu édulcoré en deuxième lecture. Je pense que le ministre Schmitt a eu un peu peur du référendum, a rétro-pédalé avec son groupe sur un ou deux sujets. On aurait mis un petit peu plus de dynamisme, mais au final, on est vraiment content, on peut aller de l'avant avec Ça a le mérite ça. d'exister. Ça a le mérite d'exister. Ouais. On a remis à jour cette loi. Si on arrive déjà à mettre en œuvre tout ce qui est dans cette loi durant ces 10 prochaines années, on aura fait un joli pas. Et le dynamisme du programme bâtiment, qui est cette subvention fédérale et cantonale, hein, la part cantonale devient toujours plus importante, hein, ça va devenir un petit peu plus difficile ces prochaines années, mais en tout cas, le subventionnement est garanti jusqu'en 2030. Si ce dynamisme continue de la rénovation des bâtiments, on va pouvoir décarboner et aussi réduire notre consommation. Et nous, c'est clair qu'on a un autre enjeu, c'est celui de la production. Et on est bien positionné dans la production locale et indigène et renouvelable avec nos barrages et les premières concessions, le premier renouvellement de concessions après 80 ans, concessions qui arrivent aujourd'hui sur la table. Il y en a, les premiers sont bien passés et on doit s'assurer que les suivants continuent comme ça. L'État qui devient majoritaire avec le canton 30% via les FMV et les communes qui prendront au minimum 30%. Ça nous permet non pas d'être monopolistique, mais de pouvoir maîtriser une ressource qui est très importante, qui est une ressource double, hein, qui est en fait l'eau et l'énergie qu'on produit, parce qu'on ne doit pas oublier la multifonctionnalité de l'eau. Et je le disais à Forum l'autre jour, tant nos ancêtres ont bien pensé qu'il fallait faire des concessions avec retour gratuit, en tout cas pour la partie mouillée après 80 ans, autant nous, on doit aussi apporter une vision et cette multifonctionnalité de pouvoir se réserver un petit peu d'eau lorsqu'il y a un enjeu. Est-ce qu'on produit de l'électricité pour se faire de l'argent parce que les tarifs sont plus élevés, ou bien est-ce qu'on garde un petit peu d'eau pour l'amener à notre population? Je pense que là, on doit aussi avoir la main sur cette ressource. Donc, loi énergie, ça a fonctionné. Loi climat, on ne va pas en parler. À Genève, ça a été Ça a été balayé en commission. Ici, il
il y a eu beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait autour de cette loi climat. On est aussi revenu un petit peu en arrière par rapport à ce qui était prévu au début. On votera probablement là-dessus. On votera très probablement Ouais. là-dessus. Voilà. Référendum On de a trouvé l'UDC, je crois. référendum de l'UDC, mais on a trouvé de nouveau un compromis au centre et centre-droite avec aussi le PLR en deuxième lecture, avec vraiment cette envie d'aller de l'avant, cette obligation de moyens pour que le Conseil d'État travaille de mesures d'amélioration de la qualité de vie des personnes, de transition énergétique, mais aussi d'adaptation au changement climatique. Comme canton périphérique, on sera particulièrement touché, plus touché que Oui, puis on a d'autres un régions d'Europe canton chaud, hein. par ce changement On climatique. a un canton très, très chaud. On a chaud, exactement, Ouais, mais je puis pense qu'il y a des mesures très intéressantes à faire. On a voulu donner cette focale avec cette réserve climatique, cette focale sur le climat. C'était important, mais c'est pas parce que le sujet est important qu'il fallait faire une loi un peu philosophique et puis laisser ouvert à plein de choses. Si on donne de l'argent, on doit avoir un controlling, on doit avoir des indicateurs, on doit pouvoir suivre l'avancement. Et c'est c'est ce travail qu'on a fait en deuxième lecture. loi philosophique, je vois de qui tu parles. Sébastien, toi, tu es venu depuis Genève aujourd'hui en voiture. Ouais. Ça a circulé comme il faut. J'avais pris 30 minutes de marge parce que ça circule jamais bien, notamment dans le canton de Vaud. J'ai rien contre les Vaudois, mais je remarque quand même que quand ça bouchonne, c'est chez eux. Euh, et c'était un jour particulier parce que ça roulait bien, c'était fluide. Et Parce que c'est Genève, magnifique, c'est un magnifique chemin d'ailleurs. Genève-Sion ou Genève, ouais, Genève-Sion, mettons, trajet assez commun pour les pendulaires et nos amis genevois qui viennent en week-end ou en vacances ici, c'est devenu un trajet qui prend 4-5 heures. Oui, notamment, week-end. notamment le dimanche soir. Oui. Ouais. Quand on revient du Valais, on est rempli d'énergie positive. Et puis on traverse le tunnel de Saint-Maurice, c'est l'enfer. Et donc toute l'énergie accumulée, l'énergie positive accumulée, s'envole en quelques Entre minutes Saint-Maurice et entre Montreux. Saint-Maurice et Villeneuve. Et Villeneuve. Ouais. Donc cela montre que on a quand même un sérieux retard en termes d'infrastructure. Ouais. Alors, il y a une infrastructure dont j'ai envie de parler. C'est une infrastructure qui peut-être amènera aussi une solution pour ça. Ah, C'est c'est clair. Je sais à laquelle tu penses. Sud-Léman. Ouais. Sud-Léman, Nathan, c'est un sujet qui a préoccupé un petit peu le Grand Conseil. On en est où? Donc le Grand Conseil Sud-Léman, donc la liaison ferroviaire de la ligne du Tonkin, qui serait ces 17 km qu'on remettrait comme ça au goût du jour, finalement entre le Valais et Genève, mais sans passer par le canton de Vaud, en passant par la France. Voilà. exactement par le sud du lac Par le Léman. sud. Le Grand Conseil a voté à la quasi-unanimité pour ce projet, enfin pour donner un crédit de 22 millions pour aller de l'avant dans ce projet. Donc c'est vraiment un go du canton du Valais qui montre qu'on est tous derrière. Je pense que, bien entendu, que les personnes qui viennent nous visiter ont de la difficulté à rentrer chez elles le dimanche soir, mais les personnes qui vivent dans le Chablais valaisan ont quotidiennement de la difficulté à se déplacer. Et c'est important aussi de pouvoir améliorer les axes de mobilité publique. Et cet axe de Sud-Léman sera très important pour nous. L'objectif, c'est pas de faire un appel d'air et de tirer énormément de monde en Valais, mais on doit être quand même conscient qu'on a besoin de main-d'œuvre et de travailleurs, notamment dans le domaine de la santé, qui viennent quotidiennement depuis la France. Et c'est important de leur permettre de se déplacer. Donc maintenant, on attend vraiment, on aimerait bien le soutien aussi du canton de Genève, ou en tout cas connaître la position du canton de Genève. Et puis, visiblement, du côté de la France, ça se débloque avec de l'argent européen. Donc, ça devrait aller de l'avant, mais c'est clair que le lead, maintenant, il sera français. Projet qui coûte une paille, hein, c'est quelque chose, c'est chiffré en 2 ou 3 centaines de millions, je crois, pour un projet d'infrastructure. Le CEVA, la boucle aussi. 1,8 milliard. 1,8 milliard. Un résultat extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Non, mais le CEVA a quand même révolutionné une partie de la mobilité du canton. On avait relativement peu d'opposition pour ce projet, mais quand même, les partis populistes, UDC, MCG, y étaient farouchement opposés, en disant que ça serait un échec. Et en fait, déjà aujourd'hui, le matin, le soir, les rames sont pleines. J'en ai pris, ouais, Donc simplement, impressionnant. ce qu'il faut faire, c'est prolonger le CEVA. Ouais. Et le prolonger jusqu'au Valais par le sud du Léman via le tronc. Enfin, il y a un simple bout du tronçon qui manque, c'est entre Évian et Saint-Gingolph. 17 km. 17 km avec, du fait de l'ancien
tronçon du Tonkin, avec simplement la place qui existe aujourd'hui. Il faut juste poser des rails et consolider des ponts. Mais le canton de Genève, on n'entend pas beaucoup Mais on là-dessus. l'entend pas assez. Et en fait, c'est bien dommage parce que les Français vont construire une autoroute entre Évian et Machy, qui se trouve à quelques kilomètres de Genève. Et la ville de Genève s'est opposée à ça. C'est bien Ah oui, je me c'est souviens. bien de s'y intéresser, mais il faut quand même avoir une alternative. Et le tronçon du Tonkin est une alternative absolument exceptionnelle. Il y a peut-être quelque chose à déposer au Grand Non, mais Conseil je genevois. regarderai avec mon groupe ce soir si à la commission des travaux, il y a déjà un texte à ce sujet. Et si tel ne devait pas être le cas, c'est clair que d'ici, je m'engage, hein, Vincent et Nathan, je m'engage d'ici la fin des vacances de Pâques à déposer une motion en faveur d'un soutien enthousiaste, ferme et inconditionnel par rapport au tronçon Léman Sud. Et franchement, ça va révolutionner ce secteur parce qu'on a véritablement un manque d'infrastructure. Ce qui est absolument incroyable, c'est qu'à l'époque, quand on allait en Valais, depuis Genève, on mettait 1h45 à peu près. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est 4 heures, à tel point que Il y en a qui passent par Chamonix. un nombre, c'est ce que j'allais dire, un nombre de plus en plus important de Genevois passe, comme moi, par Évian, voire par Chamonix, donc avec quand même la Forclaz, Valorcine, enfin le Il y a un Trien. bout. C'est quand même assez physique, mais en tout cas, on sait qu'on va mettre 2h25. Voilà. 2h25 pour rejoindre Genève. Évian, 2h10. Ça peut être plus suivant la saison. C'est absurde. Et ce qu'il faut, c'est avoir des trains et puis avoir une ambition. C'est que Genève-Sion en train, ça doit être 1h30. Voilà. Ouais, ça serait magnifique. On a fait le tour déjà de pas mal de questions, finances, transport, mobilité, énergie, climat, etc. On a fait vraiment pas mal de choses. Maintenant, si on se projette un petit peu en avant, horizon 2050, c'est à côté, ça va passer à une vitesse, on sait à quel point le temps politique peut être lent. Vision 2050, messieurs, on commence peut-être par le Valais, puis on regarde s'il y a peut-être des choses, parce que là, on voit qu'il y a pas mal de choses qui coïncident entre le Valais et Genève. On pensait qu'on était dans deux cantons totalement opposés, puis en fait, on se rend compte qu'il y a quand même des choses. On a le groupe du centre, on a les mêmes combats des deux côtés. Ça, c'est assez marrant. 2050, qu'est-ce qu'on souhaite en Valais? Quels sont les grands projets? Le premier grand projet, c'est de réussir ces retours de concession. Vraiment, tous bien les réussir. C'est une ressource très importante, tant l'eau et l'énergie, je l'ai dit tout à l'heure. Pour le Valais de demain, pour nos enfants et nos petits-enfants, on doit pouvoir maîtriser nos ressources. Le deuxième enjeu, c'est l'aménagement du territoire, avoir une croissance qualitative, que les personnes se plaisent à vivre en Valais et qu'on puisse vraiment collaborer à un niveau régional. Le troisième élément, c'est quand même de pouvoir développer ce tourisme 4 saisons, qu'on puisse accueillir des gens vraiment dans toutes les saisons. On a de la peine aujourd'hui, et ça c'est plutôt au niveau fédéral que ça se joue. La loi sur l'aménagement du territoire, eh ben, oui, elle a freiné une sorte d'expansion, mais elle est quand même compliquée aussi pour le tourisme, pour un tourisme doux, un tourisme agricole. On ne peut plus construire, on ne peut plus rénover, même pas de guérite, hors zone à bâtir. Et ça, c'est quand même très compliqué, c'est très dommage. On a pu avoir un petit peu de jeu avec nos moyens, qui sont quand même des belles infrastructures existantes. C'est dommage de les laisser dépérir. Et la même chose, on devrait pouvoir avoir un peu de jeu pour du tourisme doux qui accueille des gens, ce qui est un tourisme d'avenir. On a les PFL, on a beaucoup investi ces dernières années dans les PFL, ça marche bien, notamment dans le domaine de l'énergie et dans l'innovation en général, en effet. Et je pense que cet investissement, il va être rentable pour le Valais. On voit des entreprises qui viennent, et ça, c'est l'innovation. Ce sera vraiment un moteur d'avenir pour notre canton, qui est un canton touristique, agricole, qu'on ne doit pas oublier, mais aussi industriel et innovant. Et le dernier point, je pense que c'est quand même la santé. Et ça, j'imagine qu'à Genève, c'est aussi pas facile. On n'en a pas parlé ce soir, mais c'est vrai que la situation de l'hôpital du Valais nous préoccupe. On est aussi un canton périphérique. On a de la peine à trouver des médecins qui veulent venir travailler chez nous. Donc, ce sera des enjeux, même à court et moyen terme, pour le Grand Conseil, avec une révision de la loi sur les institutions publiques, avec une révision partielle de la loi sur la santé, de pouvoir dynamiser, pouvoir financer tous ces soins pour les personnes. Former, trouver du personnel, et puis avoir quelque chose de rationnel aussi en tant qu'offre, parce qu'on ne peut pas
permettre d'avoir tout partout. Ça, c'est plus possible. Oui, en effet, on a voté une belle initiative qui défend les métiers, les métiers de la santé avec un axe sur la formation. Et la Confédération vient en disant les cantons, vous devez payer la moitié. Oui. Mhm. Oui, c'est pas tout facile de payer la moitié. Je pense que c'était une initiative fédérale. La Confédération devrait assumer plus que cette moitié. Genève, 2050, Oui, les mêmes soucis. ouais, c'est à peu près les mêmes. Je dirais pas souci, c'est aussi les mêmes Défis, ambitions. les mêmes défis. Ouais, mais défis que l'on va relever. Euh, j'ai envie d'avoir un canton où on vit bien, où la qualité de vie est excellente. Et ça, c'est un des enjeux premiers du canton. On a, c'est bien d'avoir une croissance économique, mais il faut que cette croissance, elle profite à l'ensemble de la population. Et c'est pour ça qu'on a pris différentes mesures, pas uniquement fiscales, mais aussi pour les seniors, pour favoriser leur pouvoir d'achat. Et vraiment, j'ai pas envie que le développement du canton péjore la vie des Genevois moyens. Et c'est pour ça que à Genève, et peu de gens le savent hors du canton, mais on est aussi un canton agricole, avec énormément de terres agricoles. Et moi, j'ai envie que Du vin, notamment. un vin qui était franchement mauvais il y a 30 ans, hein, quand on est arrivé à Genève pour nos études, ça rappelle quand même pas mal. Ça va mieux. Et maintenant, une nouvelle génération de viticulteurs est arrivée et le vin est extraordinaire. Donc moi, j'ai envie de préserver ces vignes, j'ai envie de préserver ces champs, j'ai envie de préserver ces beaux paysages, mais j'ai aussi envie que Genève euh, conserve cette croissance économique. Et donc, on a une ambition au centre qui a toujours été défendue ces 30 dernières années par notamment nos conseillers d'État. C'est une vision qui dépasse les frontières du canton. À l'époque, au 19e siècle, il y avait un politicien radical qui s'appelait James Fazzy, qui a eu l'audace de casser les murs de la vieille Genève calviniste. Et ça a beaucoup profité au canton. Et maintenant, je pense un des enjeux, c'est se développer aussi en partenariat avec nos voisins. Donc, au sens large, ça veut dire le canton de Vaud, ça veut dire aussi Genève, ça veut dire le Valais, pardon, et ça veut dire aussi la France voisine, et être capable ensemble de créer des infrastructures en commun, de créer des pôles de recherche en commun, de créer aussi des pôles de santé en commun, et d'avoir, in fine, un centre régional, un bassin de population important, et de créer une région qui soit une des régions qui compte, non seulement en Suisse, ce qui est déjà le cas, mais en Europe, voire Mhm. au monde. On a un aéroport. En Suisse, c'est le cas. Vous avez un aéroport international. En Ouais, Suisse, c'est le cas, mais Genève, sa présence à Berne, sa oui, mais présence moi, ça me fait toujours rire quand à Genève, quand à Berne, les politiciens euh, des autres cantons évoquent les Genferrailles. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même 7,5% de notre budget est consacré à la péréquation Oui, justement, vous êtes cantonale. un C'est canton un gag. contributeur. C'est-à-dire, nous, on paye plus de 600 millions par année pour les autres cantons suisses. Mhm. Mais à Berne, vous avez Euh, des conseils nationaux, mais des on a conseils aux États eu, qui sont on a pas eu un très des problèmes défenseurs. que l'on a eu, c'est que la gauche a trusté les sièges au Conseil des États pendant quasiment 20 ans, euh, et que nos conseillers nationaux ne s'entendent pas entre eux. Et faute de synergie, on a de la peine à se faire entendre à Berne. C'est Ça va un mieux énorme. avec Monsieur Poggia. Pardon? Ça va mieux avec Monsieur Poggia. Non, parce que M. Poggia, enfin, ça peut pas être pire qu'avec Madame Mazzone et avec quand il y avait le tandem Mazzone Bon, Samaruga, ou avant que tu as bien connu Kramer et Henri Pasquier. Ça peut pas être pire que ça. Mais le but, c'est que on ait un siège du centre et du centre droit au Conseil des États dans 4 ans. Voilà. Mais Genève vraiment doit se faire entendre à Berne. J'espère vraiment que ce sera le cas ces prochaines années, parce qu'il y a des enjeux. On a parlé des infrastructures, on peut parler des hôpitaux, on peut parler du train notamment, où vraiment ça tarde à se concrétiser à Genève. Quand on est à la gare de Zurich,
on est tellement impressionné par Le coût, le coût de l'argent la ville de public qui a Dieppe. été Oui, oui, dépensé pour ces 40 voies il n'y aura plus dans, jamais ça. dans une trentaine de voies Ouais. souterraines. Et on se dit, si on pouvait aussi avoir notre part du gâteau, ce serait bien. Et Dieu sait que Genève a contribué Alors, à la prospérité de la Suisse. ouais, on connaît l'histoire de cette gare. Euh, c'est une sacrée histoire. Mais ça me fait penser à un truc. Nous, on est, le Valais est assez bien représenté à Berne. On a une délégation qui est une délégation de droite, mais qui travaille quand même pas mal aussi avec la gauche. On a des conseillers aux États qui viennent de notre parti. Ça marche bien. On sait qu'ils défendent bien le canton au Sénat. Euh, Par contre, il y a une chose, pour être un petit peu dans le centre depuis un moment. Les socialistes en Suisse travaillent beaucoup au niveau fédéral et ensuite font redescendre des initiatives au niveau cantonal. J'en ai plein qui me viennent en tête. Il y a eu pas mal de choses autour des droits LGBT, des différences, des choses comme ça, des minorités. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été éparpillées comme ça. Droit de vote des personnes handicapées. Il y a eu des choses comme ça aussi qui, tout à coup, partent du PS Berne, du PS suisse, et puis qui fleurissent comme ça dans tous les parlements cantonaux. Ça fait trois quarts d'heure qu'on discute à peu près. En conclusion, nous, on n'a pas ces instruments-là. On n'a pas le centre suisse qui vient dire à tous les cantons, alors là, attention, il y a ça comme enjeu, il y a ça. Mais quand on discute ensemble comme ça, est-ce que vous pensez que le centre en Suisse romande pourrait collaborer un petit peu plus, se serrer un petit peu plus les coudes, revenir peut-être à quelque chose qui s'appelait à l'époque la conférence latine des partis cantonaux, qui existait au PDC, mais qui n'existe plus. C'est quelque chose comme ça, après trois quarts d'heure de discussion, vous dites, tiens, il y aurait quand même des trucs à faire. Nathan. Ah, moi, je suis pour tous les échanges et puis toute l'émulsion de bonnes idées entre personnes qui se ressemblent et qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes convictions. Donc, je pense qu'on a tout à gagner à collaborer. Je pense quand même qu'on collabore très, très bien au niveau valaisan et les idées ou les combats de nos conseils nationaux et nos conseillers aux États redescendent vraiment dans le canton. Dernier exemple, euh, le- l'assouplissement de la latte en faveur des Mayens. On a repris directement avec une motion urgente qui a été acceptée par le Parlement pour que ce soit appliqué au niveau cantonal, mais également sur plein d'autres sujets, on travaille ensemble. Oui, ça c'est un magnifique objet, ça s'est très bien passé, ça marche pas toujours comme ça. Le solaire alpin, par exemple, c'est un petit peu plus compliqué, ça s'est pété la figure devant le peuple, malheureusement. Sur une transformation de la loi, ça va quand même servir, on va quand même faire des choses en termes d'installation solaire alpine. On a fait l'inverse, on est monté à Oui, Berne avec, c'est vrai. avec Aaron Famater défendre une initiative parlementaire qui demandait de la simplification des procédures, spécialement dans les domaines de l'aménagement du territoire et de l'énergie. Alors, on défend vraiment ces simplifications de procédures. On défendra aussi le 9 juin le Mantel-Erlas. Je pense que c'est vraiment une loi importante Oui, pour notre nous canton, comptons, ouais. pour la sécurité d'approvisionnement et aussi pour le développement des énergies renouvelables. Des choses, par exemple, dans l'agrovoltaïsme aussi, où on a nos jeunes qui avaient fait une belle initiative, où il commence à avoir du bruit autour de ça, c'est des choses qui pourraient intéresser Genève. Sébastien, même vision, tu penses qu'on peut renforcer un peu ces liens entre ces Moi, sections j'ai une cantonales vision en tant que président? fédéraliste et helvétique et pas régionaliste. Vraiment, une de mes grandes hantises, c'est une, euh, une dilution de la cohésion nationale. J'ai pas envie que la Suisse devienne au XXIe siècle ce qu'est la Belgique aujourd'hui, c'est-à-dire un pays où il y a un mur entre les communautés, où les régions finalement se sont substituées à la nation. Moi, je suis un amoureux de la Suisse et je ne me sens pas roman quand je suis à Zurich ou à Saint-Gall ou à Schwyz, d'où d'ailleurs une partie de ma famille est originaire. Moi, je me sens un confédéré et je tiens avant toute autre chose à l'unité nationale. Donc non, le régionalisme, très peu pour moi. Merci Sébastien, merci Nathan, ce sera le mot de la fin. Et puis peut-être à bientôt pour une autre émission. On pourra peut-être prendre aussi des... Malheureusement, le canton de Vaud, le centre n'a pas de groupe au Grand Conseil, mais on peut peut-être prendre une fois quelqu'un de Fribourg aussi. Ça pourrait être intéressant de faire un échange avec ces trois cantons ou le Jura. Merci et bonne soirée, à bientôt. Merci. Merci de l'invitation.